Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 23 mai 2025, c'est notre bulletin numéro 239 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Notre dernière conférence pour nos abonnés a eu lieu lundi, elle est disponible pour nos abonnés évidemment sur ces plateformes. Vous devez vous abonner à Géopolitique Profonde, notre partenaire, donc qui a commencé à publier toutes ces interviews qui ont été faites lors du passage à Moscou de son équipe la semaine dernière, et on aura encore Frank Pengam avec nous normalement la semaine prochaine. Donc ne manquez rien, notamment sur RT en français. Ce qui nous a plu cette semaine, c'est une interview d'un certain Benoît Paré, donc interview sur le canal Omerta, faite par Régis Le Sommier. Et en fait, ce Benoît Paré présentait son livre sur ce qu'il a vu dans le Donbass lorsqu'il était observateur pour l'OSCE. Donc entre 2015 et 2022, il a été observateur et qui confirme tout ce que nous avons vu, sauf que, bien évidemment, nous, on peut nous accuser de parti pris. Moi, je suis pro-russe, c'est pas un secret, et pro-français, évidemment. Les deux font la paire. Et donc, ce Benoît Paré, lui, il a raconté exactement la même chose. C'est-à-dire que les points principaux que j'ai retenus, c'est que l'armée ukrainienne se comportait dans ces régions-là du Donbass comme une armée d'occupation. Deuxièmement, c'est que ceux qui ne respectaient pas le cessez-le-feu, c'était majoritairement les Ukrainiens, à 75%, d'après ce que dit Benoît Paré. Troisièmement, à partir de 2016, finalement, Kiev se plaint des rapports de l'OSCE et l'OSCE décide de ne plus publier de rapport. Mais heureusement, Benoît Paré lui a continué à stocker les statistiques, et donc maintenant on connaît le mensonge kievien, qui était évidemment validé par l'OTAN. Et enfin, le quatrième point qui m'a paru vraiment important, c'est qu'en fait, il estime que ce sont les provocations de Kiev qui ont entraîné le lancement de l'opération militaire spéciale. Comme on l'a dit, contrairement à ce que moi j'imaginais, je ne pensais pas que le régime otano-kievien soutenu par l'OTAN serait assez fou pour préparer une opération de nettoyage ethnique. C'est ça qui se préparait a priori pour le mois de mars 2022. Et bien ça semble confirmé par ce que dit Benoît Paré, et notamment il explique au moment où la Russie essaie une ultime fois de négocier, ça on l'a bien expliqué dans notre livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, donc les démarches de mi-décembre de 2021 qui sont envoyées à la poubelle. Alors on le sait maintenant, c'était pas Joe Biden, mais vraisemblablement Blinken et l'État profond américain qui était aux commandes. Joe Biden était déjà dans les choux, mais tout ça donc est confirmé. Alors le livre m'a l'air assez épais, mais cela dit, c'est une source d'information vraiment importante et qui, évidemment, est un défi vis-à-vis de l'empire du mensonge qui raconte n'importe quoi sur tous les sujets, à commencer par le MH17 dont nous avons parlé la semaine dernière. Ce qui nous a plu également, c'est un article d'Alexis Firchak. Alors on en avait déjà parlé de ce jeune journaliste qui fait des articles fouillés, avec des cartes, avec une analyse assez franchement objective du terrain, et qui souligne que au moment où les négociations ont commencé à Istanbul, sur fond de discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'Ukraine est en train de perdre sur toute la ligne de front. Et ça, finalement, c'est un sujet qui aujourd'hui est assez caché, puisque c'est pas du tout ce qu'on veut entendre, et c'est pas ce qu'on nous a expliqué depuis 3 ans. Donc lui, il a fait un article assez fouillé, et surtout c'est dans le Figaro. Alors donc ça valait quand même la peine d'être souligné. Alors le fait que ce soit un jeune journaliste, ça contredit un peu ce que j'avais dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que pour moi c'était le but du système, on en avait parlé, que ce soit en politique ou dans la presse, de faire monter des gamins qui pensent comme des gamins, ou des adolescents attardés. On avait fait une vidéo là-dessus, pour mettre énormément de pathos, le moins de sérieux possible, et puis essayer de faire pleurer dans les chaumières. Donc on jouait sur ce côté-là, avec des idées complètement farfelues en géopolitique, aucune idée. Mais finalement, visiblement, parallèlement à ces gens-là, il y a une jeune génération qui arrive, qui a envie de travailler, de connaître la vérité, et puis qui utilise des choses qui s'appellent la géographie et la chronologie, qui, elles, ne mentent pas, et qui donc, il y a peut-être une nouvelle génération de journalistes qui est en train de se mettre en place. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout de suite, on passe à l'économie, mais dans ce cadre-là, si jamais vous souhaitez investir, ouvrir un compte en Russie, n'hésitez pas à aller voir donc sur le site de Divergence, qui va vous proposer différentes manières de le faire. C'est ce que nous avons mis en place pour vous. Voilà, en description de cette vidéo.
Et maintenant, véritablement, l'économie. Alors, on va faire court en économie parce que les autres sujets sont extrêmement importants, extrêmement denses aujourd'hui en politico-stratégique, en militaire, la carte, etc. Donc, on va faire court en économie. J'ai retenu 2 informations qui m'ont paru importantes. La première, c'est que ça y est, l'Algérie a rejoint la Banque des BRICS. C'est un processus qui est mis longtemps en place. L'Algérie a du mal à rejoindre les BRICS. Visiblement, il y a certains membres qui sont plus exigeants que d'autres. Et en tout cas, déjà, c'est une première étape donc pour l'Algérie qui rejoint la Banque des BRICS. C'est confirmé. Deuxième nouvelle qui m'a paru importante, c'est un investisseur américain très connu qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui a publié sur Twitter de mauvaises nouvelles à la fois pour le dollar et pour la Fed. Pour lui, le dollar, c'est terminé. Le Trésor américain a émis 50 milliards de dollars de dettes, en fait, de bons dont personne n'a voulu. Donc, comme d'habitude, c'est la Fed qui a acheté. Donc, ça revient en fait à imprimer de la monnaie. Donc, lui s'attend à une hyperinflation, à la fin du dollar, tout simplement. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va ruiner une bonne partie de la population. La bonne nouvelle, c'est que l'or, pour ceux qui en ont, pourrait atteindre jusqu'à 25 000 dollars. Et le Bitcoin, entre 500 000 et 1 million de dollars. Alors, aujourd'hui, il est en train de battre des records, mais il est autour de 110 000 dollars, le Bitcoin. Donc, voilà, à suivre. Visiblement, on assiste à des bouleversements économiques et ça explique aussi le comportement très pugnace de Donald Trump. Politico-diplomatique maintenant, la conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump a eu lieu, c'était ce lundi, et elle a duré plus de 2 heures, ce qui est important parce que de quoi ont-ils pu parler? De l'Ukraine, en fait, la Russie a dû répéter sa position sur obtenir un cessez-le-feu, sur le traité de paix, le fait de traiter les causes profondes de la guerre, et donc le reste du temps, ils ont dû parler d'autre chose. Et la question, c'est de quoi? Et évidemment, tout le monde pense à des coopérations bien plus larges dans le domaine économique, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'exploitation des terres rares, d'autant plus que là, les Russes ont décidé de s'y mettre sérieusement. La Russie a un énorme potentiel. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens et surtout, ça a été très mal pris par la classe dirigeante européenne, notamment, on l'a vu dans la classe médiatique française, notamment sur LCI, mais pas seulement sur BFM TV. On va en reparler. Puisque Vladimir Poutine a pris la parole lui-même, ce qui est assez rare, pour expliquer ce qui avait été dit lors de cette conversation téléphonique. Donald Trump aussi s'en est satisfait. Et il a fait à côté de ça une déclaration qui est extrêmement importante, c'est que ce n'est pas sa guerre. On avait repris cette expression à John Rambo dans une de nos vidéos précédentes. Tu continues à cause de vous? C'était pas ma guerre! Eh bien, on a eu droit une nouvelle fois, et ça a été également répété par le secrétaire aux Affaires étrangères, Marco Rubio. Donc, on s'avance, je pense, de plus en plus vers l'option que les États-Unis vont se retirer petit à petit, tout en profitant du fait qu'avec l'avancée des troupes russes, eh bien, c'est finalement Zelensky et la bande des 4 perdants, Macron, Merz, Tusk et Starmer, qui iront aller voir Trump pour lui dire que Zelensky est prêt à accepter les conditions. Je pense que c'est ce qui est en train de se mettre en place, en mettant toutefois une réserve, parce que, évidemment, Donald Trump peut dire tantôt une chose, tantôt l'autre. Mais là, visiblement, il tient bon. Il a été interrogé dans le bureau ovale sur le fait que la Russie renforçait sa présence militaire le long de la frontière avec la Finlande, c'est 1300 km, et il a dit que ça ne lui faisait pas peur. Donc, toutes les provocations journalistiques ne fonctionnent plus. Selon Bloomberg, mais encore une fois, là, on n'a pas la confirmation par la Maison-Blanche, Trump aurait dit de toute manière la Russie a gagné la guerre. Il aurait dit ça aux dirigeants européens, à la bande des 4 perdants. Voilà un peu où on en est. De toute manière, du côté russe, l'atmosphère est à continuer la guerre jusqu'à ce que tous les objectifs soient remplis, c'est-à-dire non seulement, bien sûr, la reconnaissance de la réunification des 5 régions, et peut-être même un peu plus, et puis la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Et si l'Ukraine n'accepte pas, comme l'a dit Dmitri Medvedev, ce sera la capitulation sans condition, d'où notre vignette. Et c'est quelque chose qu'on voit qui est en train quand même de trotter dans la tête des Russes. Tout le monde en a assez des tergiversations de Zelensky, alors qu'évidemment, il a perdu la guerre. Il aurait dû accepter les accords qui étaient proposés en avril 2022. Il ne l'a pas fait. Mais évidemment, là, aujourd'hui, lui et son clan s'accrochent au pouvoir. 2 informations qui vont dans le même sens, qui m'ont paru importantes, c'est l'expulsion de Russie d'Amnesty International. Donc évidemment, c'est une agence qui est totalement contrôlée par les mondialistes. Et même quand à certains moments, cette agence veut émettre des rapports qui ne sont pas mensongers, on l'avait vu en 2022, ils expliquaient, notamment à Bakhmout, mais pas seulement, que les Kieviens utilisaient
les populations locales du Donbass comme des boucliers humains. Immédiatement, il y avait une plainte et les rapports se sont arrêtés. Donc cette agence ne sert à rien qu'à faire de la propagande mondialiste, et donc c'est très bien que les Russes l'aient expulsée. Et simultanément, la Hongrie est sortie de la Cour pénale internationale. Et là aussi, c'est une excellente chose. Tous ces tribunaux internationaux sont là aussi systématiquement manipulés par les globalistes. Donc c'est une excellente chose. Et à terme, je pense que tous les pays petit à petit en sortiront. Et notamment, le mandat de la CPI qui a été donné contre Vladimir Poutine paralyse une partie de la diplomatie des pays européens. Alors ce ne sera plus le cas avec la Hongrie, mais évidemment que dans les autres pays, le président russe ne peut pas s'y rendre. Donc c'est vraiment un outil de sabotage de la diplomatie internationale. Et ça s'inscrit, je pense, dans un mouvement général de retour à la souveraineté des États. Alors évidemment, je pense que la France, on sera les derniers en sortir, c'est comme d'habitude. Notre souveraineté a été vendue par toute la clique européiste, à commencer par François Mitterrand. Mais petit à petit, on voit sans doute un mouvement général qui va s'accentuer, et c'est une très bonne chose. Élection truquée en Roumanie, alors la série continue. Alors, petit retour en arrière, donc ça a commencé par l'annulation du premier tour qui avait été gagné par Călin Georgescu, annulé sur un faux prétexte. Maintenant c'est officiel, c'est-à-dire que comme quoi les Russes auraient manipulé TikTok pour faire élire Georgescu, enfin du grand n'importe quoi. Donc ensuite s'est mis en place vraisemblablement une task force dirigée par la France qui concernait à la fois le ministère des Affaires étrangères et la DGSE, on va en parler, pour éviter que cette élection soit gagnée ni par Georgescu, ni même par George Simeon, donc, qui était le remplaçant de Georgescu, qui pourtant était bien plus conciliant dans la politique contre la Russie, dans l'OTAN, dans l'UE, on en avait parlé, c'est une espèce de Marine Le Pen roumaine. Eh bien là, ça n'a pas suffi, et donc ils ont de nouveau grossièrement truqué le deuxième tour de l'élection, puisque George Simeon était arrivé largement en tête avec 41%, plus de 20% devant son opposant direct, et qui lui est passé devant à plus de 53%. Donc tout ça, évidemment, c'est de la blague. C'est un trucage équivalent de ce qu'on a pu observer en Moldavie. D'ailleurs, des électeurs moldaves sans citoyenneté roumaine ont été amenés pour qu'ils puissent voter. George Simeon, tel le François Fillon de base, a reconnu sa défaite immédiatement. Mais l'affaire a rebondi, puisque Pavel Durov, le fondateur de la plateforme Telegram, a expliqué qu'il avait été contacté, qu'il avait rencontré Nicolas Lerner, le patron de la DGSE française, c'est-à-dire les services secrets français, au Crillon à Paris l'été 2024, et qui lui a demandé de censurer les comptes des nationalistes roumains. Et je pense les comptes en fait des nationalistes européens en général. Et ce qu'il a même rajouté dans un de ses posts, c'est que normalement Pavel Durov a été arrêté pour le contraindre à lutter contre le terrorisme, la pédophilie, mais finalement la seule chose qui intéresse et la DGSE et les affaires étrangères françaises, et évidemment la Commission européenne, c'est la censure de l'opposition politique. Donc immédiatement après ça, finalement, Simeon, je pense contraint, parce qu'il était, je pense que tel Marine Le Pen, il était très content de se retrouver de nouveau en paix, a demandé l'annulation de l'élection, ce qu'a refusé évidemment la Cour constitutionnelle. Les juges en Roumanie sont comme les juges en France. Voilà, quoi qu'il arrive, on peut parler de Durov Gate. Durov a même ajouté qu'il était prêt à se rendre en Roumanie pour participer à la commission d'enquête qui devrait avoir lieu sur une telle ingérence d'un pays étranger dans un autre. Et évidemment, j'inscris ça, je l'ai déjà fait, dans cette tradition de la gauche française qui date de la Révolution, c'est-à-dire de vouloir absolument exporter son idéologie de mort, son idéologie totalitaire et dictatoriale, la première étape ayant été la guerre déclarée par le Girondin Brissot en avril 1792, à l'origine contre l'Autriche et finalement contre l'Europe tout entière. Voilà, donc on est vraiment dans cette tradition. Pour comprendre ça, encore une fois, lisez le livre noir de la gauche française, et précisément La gauche française et la guerre, ou La gauche française et la colonisation, pour voir que c'est ce courant-là d'idées qui fait que nous allons dans des guerres qui ne nous concernent pas au nom d'une idéologie de fanatiques. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec la Russie. La France n'a aucun intérêt à se battre avec la Russie, mais l'idéologie qui domine tout, quitte à détruire le potentiel de notre armée, nos intérêts économiques, c'est avant toutes les décisions seront prises au nom de leur idéologie. Voilà. Politico-diplomatique toujours, visite de Sergueï Lavrov en Arménie. Il semble que Pachinian, le président arménien, ait enfin compris qu'il n'y avait rien à attendre de sérieux ni de la part de l'Amérique, ni de la part de l'Union européenne, et encore moins de la France, qui évidemment est totalement
impuissante, étant donné l'état de son armée et étant donné l'état de ses stocks de réserve. Elle n'a plus rien à donner à l'Ukraine, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, donc a priori à l'Arménie encore moins. Donc visiblement retour un peu à la réalité après des années d'errance diplomatique de la part de ce Pachinian. Politico-diplomatique toujours, le Premier ministre polonais Donald Tusk, un des plus russophobes en Europe, eh bien, a déclaré que désormais la mer Baltique était une nouvelle zone de confrontation avec la Russie. Alors la faute à qui ? Évidemment, on l'a dit. Il y a eu plusieurs fois, donc ça a été le cas en Suède, ça a été le cas notamment une tentative en Estonie dont nous avons parlé la dernière fois, d'arraisonner des tankers qui commercent avec la Russie, donc dans les eaux internationales. Hein, la zone économique exclusive est une eau internationale, ce n'est pas les eaux territoriales. 12 000 nautiques pour les eaux territoriales, 200 000 nautiques la zone économique exclusive. Le passage est libre. Donc ces actes de piraterie, évidemment, sont inacceptables. La Russie, en représailles, a saisi un tanker estonien qui passait dans ses eaux territoriales parce que les fonds étaient plus profonds. Donc pour bien marquer le coup, et il serait temps de descendre d'un cran. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui se passe en mer Baltique est pour moi bien plus grave que ce qui se passe en mer Noire, parce qu'on a les États les plus fous d'Europe. Donc, alors les pays baltes ne représentent pas un grand danger, déjà parce qu'ils n'ont pas de flotte. Mais en revanche, la Pologne, c'est déjà quelque chose de plus sérieux. Et surtout quand on a finalement des administrations, d'ailleurs que ce soit le PiS conservateur ou la coalition de gauche derrière Donald Tusk, ce sont tous des irresponsables. Il serait temps, pour éviter la catastrophe, que les pays de l'OTAN se mettent pour une fois à respecter le droit maritime international, en laissant la libre circulation. Sinon, ça s'appelle un blocus et c'est un casus belli. Et il n'y a pas qu'en mer Baltique qu'il y a des tensions, grosse tension en ce moment au Moyen-Orient, avec ce qui se passe entre Tel Aviv et Téhéran. Alors, remise dans le contexte, Netanyahou traverse une crise grave. Il est condamné maintenant fermement en Europe, notamment l'Angleterre cesse ses coopérations, la France aussi. Donc là, il y a vraiment une coalition anti-Netanyahou qui se met en place et qui met évidemment en danger sa survie politique. Et si lui perd le pouvoir, il part en prison. C'est exactement comme Zelensky. Donc là, évidemment, la tension monte. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes à l'intérieur ? Comme ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire on essaie de créer des conflits additionnels avec ses voisins. Et évidemment, Israël s'apprêterait à bombarder des infrastructures, notamment nucléaires civiles iraniennes, ce qui provoquerait évidemment une réponse radicale de la part de l'Iran. Parce que, comme on l'a dit encore une fois, Trump en a assez de Netanyahou, il a fait la paix avec les Houthis. Les Houthis, eux, continuent à bombarder Israël. Donc les choses sont en train vraiment de tourner au vinaigre pour Netanyahou, qui a annoncé effectivement l'achèvement, une tentative d'achèvement du nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Affaire à suivre, je vous recommande toujours évidemment les travaux de Youssef Indy à ce sujet. Terrorisme maintenant. Les élections, visiblement, en Ukraine se préparent et vraisemblablement, Zelensky s'est débarrassé d'un témoin gênant qui est l'avocat ukrainien Andrei Portnov qui a été assassiné en Espagne. Andrei Portnov était lié à Yanukovych, il était lié à Zelensky dans des affaires internationales, notamment à la fois ce qui concerne des jugements constitutionnels sur la validité des élections, et puis il est également soupçonné d'être un intermédiaire pour les détournements de fonds de Zelensky. J'ai pas trouvé de confirmation de ce dernier point. Je rappelle que tout de même, Zelensky était dans les Pandora Papers donc en 2021, avant l'opération militaire spéciale. Ce que ça veut surtout dire, c'est que vraisemblablement, Zelensky prépare des élections en Ukraine pour retrouver la légitimité et qu'il est en train d'éloigner, d'éliminer les témoins gênants. Et comme le terrorisme est consubstantiel au régime bandériste, eh bien, ça ne lui pose aucun problème. Empire du mensonge maintenant, et on passe directement au moment bunker. Das war ein Befehl! Donc le moment bunker aujourd'hui, eh bien, on le doit à Alain Bauer, que nous connaissons bien, nous nous étions déjà gentiment moqués sur l'origine de son diplôme en criminologie, sur le fait qu'il annonçait aller sur le site internet du Trésor russe ou du ministère des Finances russe et qui constatait qu'il n'y avait plus de réserves, que la Russie était ruinée. Donc nous, on y va régulièrement. Évidemment, on avait démontré que c'était faux, hein, mais c'est un peu les mêmes systèmes de mensonges qu'on avait observés à l'IFRI, notamment des travaux de Dominique Minic. On y reviendra d'ailleurs. Il a récidivé, c'est-à-dire qu'on cite une référence en se disant que personne n'ira vérifier. Alors je vous préviens tout de suite, moi je vais vérifier systématiquement. Donc Alain Bauer, qui est dans son bunker, hein, comme toute la classe dirigeante française, eh bien, lui parle au grand architecte, et le grand architecte lui décrit un monde qui est totalement différent de la réalité. J'ai rien appris dans cette interview, mais tout n'était pas inintéressant. En revanche, il a balancé toute une série de mensonges, à la fois historiques et puis économiques. Le premier mensonge, c'est sur la guerre du Nord. L'histoire de la Russie, c'est l'histoire militaire de la Russie, c'est la grande guerre du Nord contre les Suédois.
où pendant des années, les Russes perdent. Dans une immense boucherie, sauf qu'ils arrivent à avoir plus de monde à envoyer à la boucherie que les Suédois. Et à la bataille de Poltava, en Ukraine, enfin, désormais en Ukraine, les Russes gagnent à l'usure. Alors la guerre du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre qui a eu lieu entre la Suède de Charles XII, donc qui était un grand roi guerrier suédois, qui a opposé au Danemark, à la Pologne et ensuite à la Russie. Et donc c'est une guerre qui a duré une vingtaine d'années, qui a été gagnée à la fin par la Russie, par la célèbre bataille de Poltava, et qui a mis fin, on va dire, à la domination suédoise dans la région. Donc il va chercher dans la guerre du Nord un exemple que finalement les Russes, c'est uniquement la masse, qui sont débiles, alcooliques, etc. C'est ce qui est sous-entendu de toute manière dans la propagande. C'était le cas à l'époque d'Adolf Hitler, c'est évidemment le cas encore aujourd'hui. Et le problème, c'est que là aussi, il y en a qui connaissent la guerre du Nord. Alors évidemment, sans doute pas beaucoup parmi les gens qui regardent LCI, parce qu'on est quand même un peu tape au niveau du bas de la population française, évidemment, du point de vue intellectuel. Mais il y en a qui connaissent, dont votre serviteur. Et la guerre du Nord est un très mauvais exemple pour Alain Bauer pour raconter ça. Parce que précisément, effectivement, la guerre... Donc déjà, Charles XII bat les Danois, ensuite il bat les Polonais, et ensuite il va se battre contre les Russes. Il remporte une grande victoire à Narva. Et ce que fait Pierre Ier, c'est que, il modernise son armée. Donc, ce qui permet la victoire de Pierre Ier contre Charles XII, qui à l'époque était vraiment, encore une fois, un roi guerrier qui avait une réputation d'invincibilité, c'est la modernisation de l'armée russe à l'époque, de l'amélioration du recrutement et de l'entraînement, de la modernisation de l'armement également. Exactement ce qu'on a observé dans différents conflits où la Russie a pris part, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième, que ce soit aujourd'hui l'opération militaire spéciale. Mensonge numéro 2. Deux étaient des combattants redoutables. C'était un tiers des moyens militaires de l'ancienne URSS. C'était la troisième puissance nucléaire du monde avec 3000 têtes. Qu'ils ont rendu contre une pseudo-garantie de ne pas être envahis par les Russes, que les Russes ont piétiné, mais que les Américains et les Anglais n'ont pas respecté. Donc là, je vais passer rapidement, c'est faux, l'Ukraine n'a jamais eu d'armes nucléaires, les armes nucléaires ont été toujours sous contrôle de Moscou, et c'est exactement la même chose quand la France a quitté le commandement intégré de l'OTAN, les armes nucléaires américaines sur notre sol ont été récupérées par les États-Unis. Et si demain, les États-Unis sortent de l'OTAN, les armes nucléaires stationnées en Allemagne, par exemple, américaines, seront reprises par les États-Unis. Elles ne resteront pas en Allemagne. Voilà. Et ensuite, les contextes du mémorandum de Budapest sont particuliers. À l'époque, l'Ukraine était neutre, donc ça ne posait pas de problème à la Russie. Et enfin, à aucun moment, les frontières ukrainiennes dans le mémorandum de Budapest sont définies. Et sachant que l'année 1994, où est signé ce mémorandum, le Parlement de Crimée a voté pour son indépendance et veut rejoindre la Russie. Et c'est au dernier moment, Yeltsin qui cède à son ministre des Affaires étrangères, Mr. Da, on l'appelait, parce qu'il disait oui à toutes les exigences américaines, Kozyrev, qui aujourd'hui est au conseil d'administration d'une grande société pharmaceutique aux États-Unis, comme par hasard, que finalement la Crimée obtient de Kiev un statut d'autonomie qui va beaucoup servir évidemment en 2014 pour obtenir l'indépendance et le rattachement. Et donc en fait, les frontières ukrainiennes en 1994 ne sont pas stabilisées. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas sur ce document qui n'est qu'un mémorandum. Ce n'est pas un traité, ça n'a aucune force de loi. Voilà. Troisième mensonge du grand architecte. Pour une durée qui est quand même déjà extrêmement longue, 3 ans, alors que Vladimir Poutine estimait que tout ça allait durer 3 jours. Je rappelle que le plan d'invasion de l'Ukraine, c'était 3 jours. Je défie quiconque de me trouver un responsable politique russe, de Vladimir Poutine, à Dimitri Medvedev, en passant par Sergei Lavrov, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, etc., dire à un moment que la guerre aura lieu en 3 jours. C'est un mensonge pur et simple qui est répété en boucle depuis le début du conflit. Poutine n'a jamais dit ça. Voilà, mensonge. Du président Poutine, y compris avec la réorganisation d'une économie de guerre, c'est très dur de passer d'une économie de paix à une économie de guerre. C'est encore plus dur de passer d'une économie de guerre à une économie de paix. Donc là, mensonge, la Russie n'est pas passée en économie de guerre. Le budget de la défense, c'est 6,5% de son PIB. C'est autour d'un tiers du budget de l'État. Donc c'est absolument pas délirant, on n'est pas du tout dans le cas de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, où effectivement toute l'économie passe dans la guerre. La paix non seulement ne sera pas un problème pour la Russie, mais au contraire, comme l'économie est en plein décollage, avec tout ce qui est remplacement des importations, hyper-industrialisation du pays, il manque, nous l'avons déjà dit officiellement, 1,5 million de travailleurs. Donc la fin de la guerre entraînera au contraire
une amélioration des conditions de l'économie russe qui aujourd'hui a ce problème de main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a une forte inflation et que les taux d'intérêt de la Banque centrale sont élevés, parce que sinon, il va y avoir les entrepreneurs vont investir et ils ne trouveront pas de travailleurs. Donc il y a d'un côté la robotisation, de l'autre l'amélioration des systèmes de travail des migrants, donc avec des systèmes de contrôle très durs sur le modèle de ce qu'on voit dans les Émirats arabes unis par exemple, et puis à terme on aura le retour de ces centaines de milliers de soldats qui vont reprendre une activité économique, pouvoir aller travailler dans les usines, etc. etc. Donc c'est faux, non seulement la sortie de l'économie de guerre ne sera pas un problème pour la Russie, mais ce sera au contraire une occasion de renforcer son hyper-industrialisation et de confirmer sa place de 4e économie mondiale et de leader économique de l'Europe. Vient très régulièrement, 2014 le Maïdan, pour dire il y a eu un coup d'État en Ukraine, vous avez viré le président pro-russe, et donc tout ce qui suit est illégitime, même si Vladimir Poutine oublie qu'il a rencontré le président Zelensky. Donc ça, c'est le 5e mensonge du grand architecte. Vladimir Poutine a reconnu l'élection en mai 2014 de Petro Poroshenko et au moment de l'anniversaire sur les plages de Normandie, le 70e anniversaire, s'est créé avec Poroshenko le format Normandie. Donc il n'a pas rencontré que Zelensky, il a rencontré son prédécesseur au format Normandie à plusieurs reprises, juste après Maïdan. Et il a effectivement rencontré Zelensky, qui lui aussi s'était fait élire, effectivement, pour faire la paix avec la Russie. Les deux, ça on l'expliquait dans notre livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, ça fait évidemment partie de l'empire du mensonge, c'est que pour se faire élire en Ukraine, il fallait promettre la paix avec la Russie. C'est ce qu'a fait Poroshenko et c'est ce qu'a fait Zelensky. Mais évidemment après, l'État profond, je dirais même pas ukrainien, mais plutôt les oligarques ukrainiens soutenus par l'État profond américain, ont fait en sorte que la guerre reprenne et que les accords de Minsk ne soient pas respectés. Quand l'Ukraine vote par référendum 2 résolutions de changement de sa constitution, un sur le rattachement à l'OTAN, enfin sur l'adhésion à l'OTAN, l'autre sur l'adhésion à l'Union européenne, c'est pour le président Poutine une sorte de déclaration de guerre. Donc, et ça, c'est l'ultime mensonge que le grand architecte a raconté à Alain Bauer. Il n'y a jamais eu de référendum en Ukraine pour mettre l'OTAN dans leur constitution. Cette modification de la Constitution a été prise juste avant l'élection présidentielle en 2019 parce que les bandéristes craignaient que Zelensky mette fin à l'entrée dans l'OTAN. Ils avaient bien tort d'ailleurs. Donc ça a été fait sous la pression des oligarques, de l'État profond américain et des bandes armées. C'est comme ça que fonctionne de toute manière l'Ukraine post-Maïdan. Et évidemment qu'il n'y a pas eu de référendum sur cette question parce que les Ukrainiens auraient voté contre. Si les Ukrainiens ont voté à plus de 70% pour Zelensky en 2019, c'était pour faire la paix avec la Russie, c'était pour arrêter la guerre civile. Voilà pour l'empire du mensonge, donc un bon gros paquet de mensonges là du grand architecte et de son porte-parole Alain Bauer. Armement maintenant, et la grande annonce de cette semaine, c'est l'annonce par la Chine du test du porteur de drone Juitian. Donc c'est un énorme drone qui pourra transporter son drone et frapper des cibles au sol. Donc c'est très impressionnant. Je pense que les Chinois ne sont pas les seuls à travailler dessus, mais ils sont très en avance et c'est un peu symbolique de ce qu'on observe depuis cette année 2025. C'est les annonces des sauts technologiques qui sont faits, qui ont été accomplis par les Chinois. Dans tous les domaines, la microélectronique, la très basse nanométrie pour les microprocesseurs, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., etc. Le niveau technologique de la Chine est tout simplement impressionnant. L'Europe est malheureusement complètement larguée. Donald Trump nous annonce la mise en place d'un dôme doré, donc qui va protéger le territoire américain. Donc en fait c'est un peu l'initiative donc ça rappelle beaucoup l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan en 1983 dans ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui visait effectivement à rompre ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, puisque donc l'équilibre de la terreur, c'était le fait que les deux grandes puissances nucléaires américaines et soviétiques pouvaient se détruire l'un l'autre, et en mettant en place des systèmes dans l'espace, au sol, qui permettraient de détruire tous ces missiles. Ce projet n'était jamais sorti des cartons, mais le bluff avait marché et l'URSS s'était lancée dans une course aux armements qu'elle ne pouvait gagner. Et cette idée a été relancée ensuite en 2002 par George Bush Jr. lorsqu'il est sorti du traité de l'interdiction des systèmes de défense antimissiles. Encore une fois, l'idée de la dissuasion, la destruction mutuelle assurée, supposait que personne n'essayait de rompre cet équilibre de la terreur. Et donc, ce qu'a voulu faire George Bush Jr., c'était reprendre l'idée de Ronald Reagan. Donc, il est sorti de ce traité qui avait été signé en 62, je crois, et
il a commencé à développer donc, et à mettre en place des systèmes de détection de radar, notamment en Europe de l'Est. Soi-disant à l'époque, c'était pas ouvertement contre la Russie, c'était pour arrêter les missiles nord-coréens ou iraniens qui voulaient peut-être passer par la Pologne pour toucher les États-Unis. Bon, c'était évidemment une fausse explication. Pour moi, surtout, ce dont il était question, c'était de militariser par l'OTAN l'espace européen. Parce qu'à partir du moment où vous avez une base avec des radars et des missiles dans un pays, c'est un pays vassal. À partir du moment où vous avez une armée étrangère dans votre pays, vous êtes un vassal. Et puis il y avait sans doute aussi l'idée de provoquer la Russie sur une nouvelle course aux armements au début des années 2000, où son économie était extrêmement faible. La Russie n'est pas tombée dans le piège. Vladimir Poutine l'a déclaré à l'époque. On a vu qu'on n'y arrivait pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perfectionner nos vecteurs. Et il y a eu ce fameux discours de mars 2018 de Vladimir Poutine où il a annoncé qu'ils étaient parvenus. Total contrôle sur les armes hypersoniques, que ce soit balistiques hypersoniques, planeurs hypersoniques, missiles de croisière hypersoniques, drones sous-marins autonomes qui peuvent aller transporter une charge nucléaire jusqu'au large des ports américains. Donc en fait, et également missiles à propulsion nucléaire qui peut indéfiniment planer autour de la planète et frapper au moment où on lui dira. Donc la Russie a mis en place tous ces vecteurs, ce qui fait que tous les systèmes de protection qui avaient été mis en place par George Bush ne valent absolument rien. Et je pense que ce sera pareil pour le dôme doré de Donald Trump. Ça suppose des moyens énormes de recherche scientifique. Alors évidemment, ça va permettre de refaire de la recherche fondamentale. Hein. C'est pas inutile du point de vue stratégique, mais avant que le système fonctionne et qu'il soit garant à 100%. Parce que si la Russie tire 1000 ogives nucléaires sur les États-Unis, même si vous en arrêtez 90%, s'il y en a 10% qui passent, ça va faire très mal. Donc je ne vois pas trop le sens pour l'instant de ces grandes annonces. Est-ce que c'est encore une grande annonce à la Trump ? On verra. Dernière nouvelle sur l'armement, les Russes ont mis en service un nouveau système anti-drone. Alors ça, c'est pour les petits drones d'attaque au sol. Donc une espèce de pistolet qui fonctionne avec une intelligence artificielle. Donc il est dirigé vers le drone. La munition est tirée. C'est une munition aussi drone en fait. Cette espèce de drone suicide qui se guide de manière autonome avec l'intelligence artificielle. A priori, ces nouveaux systèmes drone anti-drone ont été déployés pour le défilé du 9 mai. Considération militaire générale maintenant, vous vous souvenez, lorsque les Russes ont commencé à utiliser des quads, des motos, on a entendu sur les médias de grand chemin, notamment sur LCI, « Ah, les Russes n'ont même plus le blindé, donc maintenant, ils sont obligés d'y aller en mobilette. » Eh bien, évidemment non, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée des drones sur le champ de bataille, eh bien, il y a des grands espaces qu'il faut traverser. Traverser ces grands espaces, évidemment, à pied, c'est trop risqué. Y aller avec des tanks, ça peut être aussi extrêmement risqué parce que ça peut exploser sur des mines. Et donc, les Russes se sont dit, pourquoi pas utiliser les motocross et les quads. Et l'armée ukrainienne, qui elle ne fait pas la guerre sur le plateau de LCI, mais pour de vrai, s'est rendu compte que c'était une excellente idée et vient de monter le 425e régiment d'assaut, donc qui est équipé de quads et de motos sur le modèle de ce que les Russes ont mis en place depuis maintenant plus d'1 an. Poutine s'est rendu dans la région de Koursk, donc qui a été maintenant complètement libérée par l'armée russe, pour rencontrer les organismes de volontaires qui aident en fait à s'occuper des gens dans la région. À cette occasion, il a été apostrophé par un responsable local qui lui a dit qu'il ne fallait pas se contenter d'avoir libéré la région de Koursk, qu'il fallait également libérer la région de Soumy. Poutine a répondu en plaisantant. Visiblement, c'est une idée qui lui trotte dans la tête. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a que 5 régions, mais on pourrait y en avoir 6, 7, 8, 9, 10. Tout ça va dépendre du temps que mettra Kiev à accepter les conditions qui sont posées par la Russie. Et il a annoncé la création d'une zone tampon le long de la frontière ukrainienne. Donc ça veut dire qu'à terme, les Russes, même s'ils ne réunifient pas les régions ukrainiennes du nord, eh bien, auront une zone tampon dans la région de Kharkov, dans la région de Soumy et dans la région de Tchernigov. Dernière considération militaire générale, il y a un début de mutinerie au sein de l'armée ukrainienne. Et ces mutineries sont également reprises par des députés ukrainiens comme Madame Bezougla, dont on a plusieurs fois parlé. Quand quelque chose qui se passe mal, généralement, elle n'hésite pas à en parler. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'un des bataillons d'élite de la 47e brigade donc ukrainienne, qui est également considérée comme une unité d'élite, donc son chef s'appelait Alexandre Cherchine, le chef de ce bataillon, a donné sa démission en expliquant que les ordres qui étaient donnés par sa direction, son commandement, par les généraux ukrainiens, étaient démis et menés à nulle part.
De quels ordres s'agit-il? Il s'agit évidemment de ces tentatives de s'emparer à tout prix de villages à l'intérieur de la région de Belgorod, à l'intérieur de la région de Koursk, pour pouvoir ensuite faire de la relation publique et donner des arguments sur LCI par exemple ou sur CNN pour expliquer que l'armée ukrainienne est toujours là et qu'elle peut très bien envahir le territoire russe. Donc tout ça évidemment ne marche plus. L'effet de surprise qui a eu lieu au moment d'août 2024, donc dans la région de Koursk, n'est pas reproduit. Et cela donc coûte très très cher en matériel, en soldats d'élite en plus, parce que les troupes d'assaut, c'est toujours les soldats d'élite. Et ça veut dire aussi que cette stratégie est largement contestée par la base, et qu'il y a une scission au sein de l'armée ukrainienne entre les chefs de guerre sur le terrain et les généraux qui finalement ne font qu'obéir aux ordres de Syrski, et c'est pour ça que Zelensky l'a choisi, n'a aucune considération pour la vie des soldats ukrainiens. Et de manière générale, c'est-à-dire que la stratégie otano-kievienne, ce n'est pas de faire une défense dans la profondeur en reculant doucement sur des emplacements préparés pour essayer d'infliger le maximum de pertes aux Russes, c'est au contraire de tenir à tout prix, quitte à se faire encercler et détruire, et de lancer des contre-attaques pour essayer de ralentir l'avancée russe. Donc c'est uniquement un effet de communication qui est recherché. Pour les Russes, ça fait très bien l'affaire, puisque eux, au contraire, ils ne sont pas pressés. Donc toutes ces attaques qui vont être faites vont leur permettre d'éliminer parmi les meilleures unités qui viennent, et puis de poursuivre, eux, leur progression régulière sur le front. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On commence par les frappes dans la profondeur qui ont été très nombreuses du côté de Kiev. On a surtout essayé de frapper visiblement dans les villes. C'est des bombardements de terreur, mais qui ont tous été interceptés. Et puis, visiblement, incapacité à frapper des objectifs un peu sérieux, comme des raffineries, des aéroports, comme ça avait été le cas auparavant. Côté russe, on a utilisé massivement les drones Guéran améliorés avec une capacité explosive qui est passée maintenant, d'après les enseignements qu'on a eus, de 50 à 90 kilos et un moteur à réaction. Donc la technologie russe s'améliore et ça a touché des cibles industrielles dans la banlieue de Kiev, entre autres. Il y a également des tirs qui ont eu lieu, qui ont fait des ravages dans les rangs des Ukrainiens, et étonnamment d'ailleurs, puisque en fait il y a un tir d'Iskander qui a frappé un terrain d'entraînement avec entre 50 et 70 soldats ukrainiens. Et ce qui a surpris tout le monde, y compris du côté des Kieviens, c'est que c'est juste à côté de la frontière russe. Donc ça, c'est le genre d'erreur après 3 ans de guerre qui ne devrait plus arriver. Mais encore une fois, on a une baisse de niveau de l'armée kievienne qui est déjà pas tellement élevée au début de la guerre, mais c'est pas en train de s'améliorer, et ça s'améliore pas non plus pour ce qui est des systèmes antiaériens, puisque les Russes ont repéré et détruit 2 systèmes Patriot avec tous les véhicules de radar et de contrôle. Voilà, par également un tir d'Iskander à l'ouest de la ville de Dniepopetrovsk. Donc mauvaise semaine dans le cadre des frappes en profondeur pour les otano-kieviens. Passons maintenant à la ligne de front. Rien à signaler le long du Dniepr. Du côté d'Orekhovo, il y a des combats, mais c'est plutôt calme. Pareil du côté de Gouliapol. En revanche, la ligne de front continue à avancer en faveur des Russes, qui, après avoir libéré Bagatir, sont arrivés à entrer dans Odradny ici. A priori, d'après Yuri Podolaka, les Russes ont pénétré à l'intérieur de la région de Dniepopetrovsk. Alors, il y a d'abord une photo qui a été prise où on voyait un véhicule avec 2 soldats russes et un drapeau qui étaient allés pour se faire prendre en photo, mais qui, a priori, en sont morts. Donc là, ça n'a pas plu d'ailleurs à Yuri Podolaka, mais en revanche, il a confirmé ce matin, donc ce vendredi, que eh bien, les Russes étaient réellement rentrés dans la région de Dniepopetrovsk, ou plutôt Yekaterinoslav, selon son nom russe, et que, alors il ne sait pas exactement où, donc j'ai émis 2 suppositions. La première, c'est du côté de Orekhovo, ici, mais ça peut être également du côté de Novo-Sergueïevka, ici. Voilà. Je pense que d'ici quelques jours, on va être au courant. Donc pour l'instant, la pénétration à l'intérieur de la région de Dniepopetrovsk est plutôt symbolique, mais il y a un espace opérationnel qui est en train de s'ouvrir, et ça peut faire très très mal, puisque comme on le voit, à part Pavlograd, il n'y a pas de grandes agglomérations sur lesquelles les otano-kieviens pourront s'appuyer, et c'est du terrain, c'est de la steppe ouverte pontique, comme on l'a souvent dit. Les Russes continuent à progresser entre la ville de Pakrovsk et la ville de Tchassov-Yar. C'est leur progression en ce moment, encore une fois, la plus impressionnante. Et ils ont consolidé leur progression au nord de Novaya Poltavka, ici.
Les Russes progressent également plus au nord, autour de Seversk, et ils auraient totalement libéré la ville de Verkhovno-Khametske. Et ça, pour cette fois, c'est confirmé. Ça avait été plusieurs fois annoncé il y a quelques mois. Et cette fois, ce serait donc la bonne. La forteresse de Seversk est donc en danger, puisqu'il n'y a plus de localités sur lesquelles les Ukrainiens pourraient s'appuyer face à la ligne de front russe. L'activité des forces russes reprend également dans la ville de Vovchansk, ici, visiblement. C'est soit une tentative d'attirer des réserves otano-kieviennes, soit l'idée est bien de pousser en direction de Kupiansk pour tenter là aussi également un petit chaudron. Et plus au nord, les Russes, dans la région de Soumy, ont libéré et nettoyé définitivement la localité de Lyoknia, à cet endroit-là. Enfin, il est important de noter que les forces otano-kieviennes ont envoyé des groupes de sabotage dans la région de Bryansk, essayer de s'approcher le plus possible de la ville de Bryansk. Alors, ces groupes ont été interceptés et détruits. Et donc là, encore une fois, c'est la stratégie kievienne, c'est absolument de faire de la relation publique en montrant des photos de soldats kieviens quelque part à l'intérieur du territoire russe d'avant 2022. Le résultat, encore une fois, c'est que eh bien, la Russie va mettre en place une zone tampon à l'intérieur du territoire otano-kievien. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le vendredi 23 mai 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir encore une fois en description comment vous pouvez nous aider, notamment sur les cours de langue avec Logios. Le lien n'était plus valable, mais là, dans la nouvelle description, le lien fonctionne parfaitement. Voilà, si vous voulez apprendre, non seulement prendre des cours de russe, mais également des cours d'anglais online, ça fonctionne très bien. J'ai des retours vraiment très, très satisfaisants. N'oubliez pas également que vous pouvez investir en Russie, ouvrir un compte. Allez voir avec Divergence Service, donc en description de cette vidéo. Voilà, les nouvelles sur le front sont très bonnes, les nouvelles diplomatiques sont très bonnes, économiques aussi, ça se passe bien. Donc, courage, on les aura.